Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième webinaire de notre série consacrée à cette entrée aux réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a lancé dans le cadre du programme France 2030 une approche d'innovation ouverte pour inciter de nouveaux acteurs à concevoir et industrialiser des réacteurs dits en rupture. Il s'agit d'apporter des réponses aux enjeux spécifiques que pose l'énergie nucléaire, sûreté intrinsèque, meilleur usage des matières, réduction des déchets, et aussi apporter des réponses aux besoins des systèmes énergétiques du futur, en particulier dans le développement d'applications non électrogènes ou du fonctionnement dans des systèmes avec beaucoup de renouvelables. Donc, un projet qui a été publié en mars 2022, c'est de créer un nouvel écosystème de start-up complémentaire avec nos champions du secteur. Et à ce jour, plusieurs nouvelles entreprises ont déjà vu le jour et la SFEN vous invite à faire leur connaissance. Donc, comme je le disais, c'est notre quatrième webinaire. Vous pouvez retrouver, si vous avez loupé des webinaires précédents, ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Transmutex. Donc, c'est Ludovic Dupin, directeur de l'information de la SFEN, qui va animer cette session. Donc, je passe la main à Ludovic. Merci Valérie, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la quatrième fois de notre série Réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Donc on a rencontré Narea, Renaissance Fusion et Nucléo. Vous pouvez retrouver leur présentation sur la chaîne YouTube de la SFEN. Et aujourd'hui, on va avoir un concept nouveau, un concept qu'on n'a pas encore vu, de Transmutex. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Franklin Servan-Schreiber, qui est président et cofondateur de Transmutex, ainsi que Federico Carminati, qui est directeur scientifique et cofondateur de Transmutex. Ensuite, comme à l'habitude, nous aurons une carte blanche de Bernard Boulis, qui est président d'honneur de la section technique 5, cycle du combustible nucléaire à la SFEN, et qui est également conseiller auprès du commissaire du CEA. Et enfin, et même surtout, nous prendrons vos questions. Alors, je vous rappelle, comme à chaque fois, on va utiliser le petit outil Slido. Donc, si vous regardez votre interface Teams, vous avez un petit S noir sur fond blanc tout en haut. En cliquant dessus, vous pouvez poser vos questions et surtout voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et nous prendrons celles qui auront le plus de votes à la fin de la session. Écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer. Franklin et Federico, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Ludovic. Je suis Franklin Servan-Schreiber et à côté de moi, Federico Carminati, qui est le cofondateur et directeur scientifique de Transmutex avec 34 ans au CERN, ayant travaillé dans l'équipe de Carlo Rubbia, qui a été prix Nobel et qui a inventé donc le concept que nous allons développer aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais me permettre de vous présenter quelques slides pour aller assez vite. La première chose, c'est que j'ai envie de partager avec vous le raisonnement pourquoi on a voulu lancer cette affaire. Le nucléaire, on est tous convaincus, je pense, autour de ce webinaire que c'est essentiel. Et pour nous, il était évident qu'il fallait essayer de réinventer le nucléaire, qui est une énergie extraordinaire, mais qui a besoin d'innovation. Nous avons fondé la société à Genève en 2019, juillet 2019, et nous avons une filiale à Annecy, la très jolie ville d'Annecy, qui est proche de Genève. Voilà, donc sans plus tarder, je me lance dans l'idée, évidemment, le climat n'attend pas, nous avons battu encore cette année, depuis la COP 21, depuis toutes les COP, nous battons le record de concentration de CO2 dans l'atmosphère. En mai dernier, nous l'avons encore battu, et ça va continuer malheureusement. Donc, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se focuser sur la France ou la Suisse ou quelques pays que ce soit. Il faut essayer de mettre notre talent à disposition du monde pour que l'on résolve le problème ensemble. Si on résout que pour la France, on aura résolu moins de 1% du problème du CO2 dans le monde. Donc, ce n'est pas la façon. Donc, il faut trouver des solutions qui vont s'appliquer partout. Et le problème, pour nous, fondamental, c'est que l'électricité dont on parle beaucoup ne représente qu'un cinquième de la consommation énergétique finale, avec les transports et surtout la chaleur qui représente 50%. Maintenant, la crise en Ukraine a bien démontré notre vulnérabilité face à la chaleur et la transformation de l'électricité en chaleur n'est pas forcément évidente. Donc, il faut trouver des solutions. La solution pour nous,
c'est clair, c'est l'hydrogène, mais la production d'hydrogène est assez compliquée, bien que ce soit vraiment formidable. J'avais travaillé avec une ONG, j'étais volontaire avec une ONG pendant 5 ans qui s'appelait Race for Water et qui avait un bateau avec 500 mètres carrés de panneaux solaires. Et ben, il fallait garder, évidemment, il faut des batteries. C'est ça le problème des intermittents, c'est le stockage à long terme. Et sur le bateau, il y avait 8 tonnes de batteries qui nous permettaient de faire marcher le bateau pendant 1 jour et demi. Et nous avions rajouté de l'hydrogène, 2 réservoirs d'hydrogène à 200 kg comprimés à 350 bars, et ça nous permettait de tenir 6 jours. Voilà, donc c'était assez clair que l'hydrogène allait être l'avenir. Après, ça pose il y a beaucoup de challenges autour de l'hydrogène, mais c'est bien évident. La production d'hydrogène est bien plus économique avec le nucléaire parce que la production est constante, et en particulier, elle est constante dans des pays où il n'y a pas de soleil et pas beaucoup de vent, mais où il y a beaucoup d'eau douce, donc les latitudes nordiques et sud, qui ne seraient pas, où l'eau ne serait pas en compétition avec l'agriculture, et donc pour la production d'hydrogène nous semble idéal, mais pas du tout idéal pour les renouvelables, malheureusement. Le problème des déchets nous est apparu comme étant essentiel, le nœud gordien du nucléaire. On voit bien dans une étude, dans un sondage BVA du 6 juin 2019, que les déchets arrivaient en premier, et c'était de loin pour les CSP+, donc les électeurs qui sont les plus influents, c'était de loin le problème, avant les accidents. C'est surtout, et ça c'est une étude, un sondage que Transmutex a fait, un problème politique. Les gens prennent en considération, les électeurs prennent en considération le nucléaire dans leur vote, dans leur sélection de candidats, non seulement aux élections présidentielles, mais aux élections parlementaires, pour la très grande majorité des électeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une influence et une perméabilité entre la politique et la technique qui crée certains problèmes. Il y a aussi un problème économique, il ne faut pas se voiler la face. Sur les déchets, on voit en Angleterre, le coût du stockage géologique profond a explosé. Et en France, la Cour des comptes a bien noté qu'il était impossible de garantir que le prix de CIGEO allait rester au niveau où il en est. Et puis en Amérique, il n'y a toujours pas de solution. Et on voit bien que le risque de dépassement budgétaire est absolument évident. Et donc, il faut essayer de mitiger ça le plus possible afin de préserver l'industrie nucléaire et de lui permettre de se développer parce qu'on en a besoin. Notre solution, on l'appelle START. Donc, évidemment, c'est toujours ça, c'est un anglicisme, mais je me fais plaisir de faire cette présentation en français. On l'appelle Subcritical Transmuting Accelerated Reactor Technology, et les 2 avantages fondamentaux sont la sécurité maximum grâce à la sous-criticité dont nous allons discuter et l'efficacité maximum de la réduction des déchets, comme le CEA en a fait l'étude dans son rapport de 2019, où on peut transmuter jusqu'à 20 fois plus par unité d'énergie qu'un réacteur à neutrons rapides type Astrid. Voilà le graphisme, voilà la représentation, évidemment artistique, mais nous voyons ici le cyclotron, qui est le cœur de notre différenciation, puisque nous rapportons des neutrons c'est des protons qui tapent une cible de spallation à l'intérieur du réacteur qui permet de faire un flux de neutrons qui va interagir avec le combustible et donc initier la réaction. L'intérêt, c'est que quand le faisceau de protons s'arrête, eh bien, la réaction s'arrête en 2 millisecondes. C'est quelque chose qui a été démontré. Et puis derrière, nous avons l'unité de retraitement du combustible qui est petite, très modulaire, un principe complètement différent des principes en vigueur aujourd'hui à La Hague. Voilà un petit film très rapide pour vous montrer un peu comment ça marche. Et puis on est assez fiers d'avoir pu faire un joli film comme ça. Vous voyez le faisceau de protons qui initie la réaction nucléaire, ensuite qui fait donc de la chaleur, des échangeurs de chaleur, et quand ça s'arrête immédiatement. Voilà. Donc là, ça donne une véritable sécurité au projet, au système. Tout ça a été démontré au CERN et au Paul Scherrer Institute sous l'égide du professeur Karl Rubbia, qui venait de finir
son mandat comme directeur général du CERN, on a démontré le gain en énergie, donc ce que la fusion essaye de démontrer depuis toujours. Là, ça a été démontré au CERN que quand on couple un accélérateur de particules, un faisceau de protons avec une cible et un cœur de réacteur, on a un gain en énergie qui est très supérieur à 10, on est à 30 jusqu'à 100, et donc tout à fait économiquement viable. Ensuite, ils ont démontré que l'on pouvait transmuter les déchets nucléaires quand on les mettait dans un bloc de plomb, donc en fait du plomb liquide ou du plomb solide. Là, c'était du plomb solide, il n'y avait pas besoin que ce soit liquide, mais donc dans le plomb, les neutrons rapides gardent des propriétés tout à fait exceptionnelles qui permettent de transmuter de manière efficace les déchets nucléaires et certains produits de fusion qui sont problématiques. Et puis, l'expérience MegaPi au Paul Scherrer Institute, qui est affilié à l'Université Polytechnique de Zurich, en Suisse, a permis de démontrer le fonctionnement d'une cible de 1 MW pendant 6 mois d'affilée, et donc de pouvoir imaginer une industrialisation du système. Voilà. Le principe de la transmutation par neutrons rapides, donc vous voyez ici en bleu la transmutation dans un flux de neutrons thermiques, et en rose, dans un flux de neutrons rapides. Ça vient d'un rapport du CEA. On voit bien que pour le plutonium 238, la transmutation est bien supérieure, le plutonium 240 aussi, le plutonium 242, l'américium, bien sûr, qui est un problème très important, et le curium. Et puis aussi le neptunium. Donc on voit que dans un flux de neutrons rapides, on peut transmuter des isotopes qui ne sont pas transmutables dans un flux de neutrons thermiques. Donc, c'est très important pour nous d'avoir ce flux de neutrons rapides. Le CEA, dans 2 rapports différents, a bien mis en avant qu'un système qui combine un accélérateur de particules, donc ça s'appelle Accelerated Driven System, comme c'était au CERN, donc a un pouvoir de transmutation 20 fois plus élevé qu'un réacteur à neutrons rapides en mode homogène type Astrid. Et aussi, et ça c'est vraiment essentiel, que grâce à la transmutation de l'américium, qui est un élément très important, un active mineur quand même important, qui n'a pas beaucoup de volume mais qui est important, on pourrait réduire le volume du stockage géologique profond d'un facteur de 7. Alors ça, c'est vraiment essentiel pour les coûts de la gestion des déchets nucléaires. Il se trouve que dans un réacteur à neutrons rapides critique, donc toutes les propositions de réacteurs à neutrons rapides aujourd'hui, sauf la nôtre, sont critiques, que ce soit le sodium, gaz, plomb. Alors, il se trouve que dans le cas du gaz, les actinides ont moins d'effets, mais en particulier dans un réacteur sodium ou plomb critique ou même sel fondu, évidemment, les actinides mineurs ont un effet très défavorable sur le coefficient de réactivité et créent un déséquilibre qui fait que le réacteur peut être difficile à piloter. Nous avons, pour étudier et avancer sur ce projet, pris le modèle du CERN où on est en collaboration constante avec les meilleurs au monde. Nous pensons ne pas avoir la possibilité de recruter les meilleurs au monde dans le temps imparti et il faut qu'on aille le plus vite possible. Donc, nous avons maintenant une structure en étoile où un cœur d'équipe est en relation constante en collaboration très profonde avec les meilleurs instituts du monde. Donc, le CERN, bien sûr, Argonne pour tout ce qui est combustible et l'étude du réacteur, l'ENEA aussi pour la cible, le cœur de réacteur, le Paul Scherrer Institute pour évidemment le cyclotron et la cible, l'Institut CVR à Reich en Tchéquie pour des validations expérimentales, ils ont un réacteur de 10 MW, et Alcen en France pour tout ce qui est robotisation et cellules chaudes. Alcen avait dessiné les circuits de cellules chaudes pour Astrid. Et nous avons une stratégie digitale qui est très importante pour nous parce que ça nous permettra de copier le modèle de l'aéronautique et de l'automobile pour modéliser notre système à ordinateur avant de pouvoir le faire. Ça paraît standard dans l'aéronautique et l'automobile et ça devrait l'être dans le nucléaire. Donc nous avons repris un code Géant 4 Monte Carlo dont Federico est le père au CERN qui a démontré sa puissance et nous avons aussi des partenariats avec l'École Polytechnique de Lausanne, avec l'ENEA, avec l'Université de Bangor en Angleterre, l'Université de Padua en Italie, l'Université de Waterloo au Canada et OVH en France sur lequel nous avons porté notre logiciel de manière massivement parallèle.
Nous avons une équipe d'exception, donc Dr Federico Carminati qui a fait 34 ans au CERN, qui est le père de ce logiciel et qui a travaillé avec Carlo Rubbia pendant longtemps sur ce projet. Nous avons le Dr Massimo Morichi qui était le directeur de la recherche et développement de Areva, qui est en charge de tout ce qui est nuclear engineering. Donovan Mair qui est le député, le directeur adjoint qui était à l'IRSN. Le professeur Fabio Fracas, on a Jean-Christophe de Mestral, qui est un grand physicien, président du International Thorium Energy Committee et en même temps président d'une grande banque privée, et Patricia Mendez, qui est la directrice du logiciel ici. Et puis, je ne peux pas vous citer tout le monde, mais on a des gens d'exception. On a beaucoup de chance d'avoir évidemment accès au CERN, mais aussi accès à la France, avec des talents extraordinaires, et l'Allemagne. Les éléments qui constituent notre système sont plusieurs, donc je vais aller assez vite. On a un cyclotron à protons qui va être de 800 mégaélectronvolts, 5 milliampères, qui va pouvoir délivrer 4 mégawatts de puissance, qui va se contenir dans une pièce d'à peu près 60 mètres par 60 mètres. Si le cyclotron devait se dérouler en accélérateur linéaire, il ferait à peu près 500 mètres de long. Et nous avons choisi de ne pas faire de superconducteur parce que nous voulons que ce soit le diesel des cyclotrons et que la fiabilité est l'essentiel. Nous avons dessiné notre cible de spallation, donc le cyclotron est propriétaire, la cible de spallation est propriétaire, donc on a choisi le plomb bismuth pour avoir une température plus basse que le plomb, et puis surtout pour profiter de l'expérience de Megapack qui travaille au plomb bismuth. On essaye de réinventer le moins possible, avec des aspects de sûreté très importants, dont le double isolement à l'intérieur de la cible. Nous sommes sur un caloporteur au plomb fondu, parce que ça nous permet d'avoir une sûreté intrinsèque, comme on en a parlé avec Nucléo aussi, qui avance cette stratégie. Donc c'est inerte avec l'air et l'eau, contrairement au sodium. Nous avons un réacteur qui est type piscine, qui n'est pas forcément petit, c'est pas un small, mais c'est un modular reactor. Ça permet d'évacuer la chaleur résiduelle de manière très efficace. Et nous simulons la réaction à 550 degrés. Nous sommes en travail avec Argonne, en collaboration avec Argonne, pour réinventer le recyclage et la fabrication du combustible en chaîne de cellules chaudes entièrement automatisées. Nous nous basons sur le pyroprocessing, le système de pyroprocessing qui a été développé et démontré à Argonne, dont les avantages sont le traitement du combustible à chaud, le combustible seulement 6 mois en piscine au lieu de 5 ans, petite série pour qu'il n'y ait pas de risque de criticité. On peut travailler avec du métal ou de l'oxyde, et on peut travailler avec un cycle uranium ou un cycle thorium. La modélisation digitale, qui est, je pense, notre fer de lance et notre très, très grande fierté, parce que nous avons réinventé complètement le logiciel de simulation d'un réacteur nucléaire, et nous avons pu le paralléliser afin d'avoir des performances exceptionnelles sur un cloud commercial. Nous sommes aussi en train de développer un modèle déterministe afin d'aller plus vite et de permettre de n'affiner le résultat que quand on sait ce qu'on va obtenir. Donc nous sommes très très contents de notre collaboration avec OVH qui est exceptionnelle. Nous avons validé expérimentalement plusieurs de nos résultats. Nous avons conçu nos propres expériences et travaillé avec le laboratoire de recherche à Rzeszów à Prague, enfin à côté de Prague. Nous étions en relation avec le laboratoire KIPT en Ukraine, qui avait, grâce au budget américain, mis en place un ADS à électrons. Donc vous voyez ici cet immense accélérateur, enfin immense, il n'était pas très long, il faisait que 25 mètres de long, 100 kW avec un cœur de réacteur sous-critique, exactement la même configuration conceptuelle que nous, et nous avions commencé avec eux à modéliser ça pour pouvoir faire des validations expérimentales. Malheureusement, le laboratoire a été bombardé et tous les circuits de refroidissement et de puissance ont été détruits, donc ça va mettre entre 2 ans et 3 ans, ça dépend de la fin de la guerre. Enfin bon, c'est un cauchemar comme tout le monde le sait, mais il y avait un accélérateur extraordinaire à Kiev et nous étions les seuls à avoir été là-bas à Kharkiv, pardon. Ouais.
Voilà, donc j'ai presque fini. Donc Transmutex, pour nous, c'est une proposition de valeur très claire. D'abord, la sous-criticité qui permet la sûreté, la proximité grâce à cette sûreté de centres urbains ou industriels qui permettra de fournir la chaleur de manière très efficace. Et surtout, nous pouvons travailler en multicombustible grâce à la sous-criticité, c'est-à-dire métal, oxyde, uranium, thorium. Efficacité grâce à la transmutation avec un réacteur au plomb fondu et un flux de neutrons de très haute énergie. Nous pourrons avoir 20 fois plus de transmutation par unité d'énergie que n'importe quel autre réacteur à neutrons rapides critique. Nous pensons que l'impact va être très important parce qu'il faut réduire le volume de déchets nucléaires si nous allons développer l'industrie nucléaire comme il se doit, c'est-à-dire 500% ou peut-être plus de centrales nucléaires afin de faire la transition énergétique comme il se devrait. C'est sûr que les sites de stockage géologique qui ont été imaginés dans les années 70-80 ne vont pas suffire. Donc, il faut réduire le volume de déchets nucléaires. La compacité de notre système permet un retraitement sur place afin de ne pas avoir de transport hors d'un périmètre de sûreté et de sécurité. Et puis les coûts, on pense que ce sera un besoin impérieux de réduire les déchets nucléaires tout en faisant de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on réduit les déchets nucléaires en produisant de la valeur. Au lieu que ça coûte, ça devient un investissement. Et donc, nous pensons que nous aurons accès, c'est pas nous pensons, nous avons des premières conversations avec des fonds, les fonds pour les déchets nucléaires, qui nous permettent de penser que nous aurons ou bien des investissements directs de ces fonds, ou bien, en tout cas, des garanties bancaires qui nous permettront d'avoir des taux d'intérêt très bas, qui est le nerf de la guerre du nucléaire, c'est les taux d'intérêt. Voilà, donc l'avant-dernière slide, c'est que Transmutex va être beaucoup moins coûteux que la plupart des projets de développement nucléaire grâce au digital. Nous avons levé jusqu'à maintenant 15 millions de francs suisses, donc c'est la même chose que les dollars. Nous allons lever l'année prochaine un peu plus. Et puis, dès que nous sentons que nous serons prêts, que nous avons la bonne équipe, nous sommes en train de recruter. Je fais un appel là. Nous sommes en train de recruter. En ce moment, nous allons recruter encore toute l'année prochaine, bien sûr. C'est le nerf de la guerre, les gens, les talents. Et à ce moment-là, nous leverons beaucoup plus d'argent pour pouvoir implémenter les tests qu'il faut faire et de faire la simulation et d'ouvrir la conversation avec les autorités de sûreté au niveau du concept. Voilà. Puis ensuite, la construction. Nous ne voulons pas être constructeurs, nous sommes concepteurs et nous offrirons le logiciel. On pense que le logiciel va révolutionner l'opération des centrales nucléaires, comme Tesla a révolutionné l'opération d'une voiture grâce à son logiciel. Nous pensons que c'est absolument essentiel la façon dont le logiciel va être utilisé dans une centrale nucléaire. Voilà, et j'en finirai pour dire que les déchets sont en général des très bons départs pour trouver de l'innovation. Ce qui a permis la construction des grandes villes au XIXe siècle, ce sont les égouts, parce qu'il y avait des grandes épidémies, il y avait des énormes problèmes, et quand la société est confrontée à des immenses problèmes, elle réagit. Nous l'avons prouvé 1000 fois, nous allons le prouver encore une fois face au réchauffement climatique, et on va commencer par les déchets, et on va transformer ces déchets en espoir. Voilà. Ludovic, je suis à vous. J'en finis là. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il y a énormément de concepts que vous présentez. Je pense qu'on pourrait revenir sur tous, sur plein de sujets. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en appuyant sur le petit S noir sur fond blanc en haut, sur le petit outil Slido. Et pendant que vous posez vos questions, nous allons donner la parole à Bernard Boulis, qui va nous donner un regard sur ce concept et peut-être vous challenger. Bernard, c'est à vous. Merci. Et bonjour. Donc, je vais rapidement revenir sur quelques généralités qui concernent les systèmes pilotés par accélérateur que Transmutex souhaite développer, ce qui fait leur intérêt et ce que sont, selon moi, les principaux challenges pour leur déploiement. Alors bon, ça a été dit, je vais aller assez vite, mais
peut-être ça mérite d'être dit, les ADS, les systèmes pilotés par accélérateur ou les systèmes hybrides sont donc des systèmes bicomposants, hein, avec d'une part un cœur sous-critique au sein duquel une réaction en chaîne ne peut pas être auto-entretenue, et un dispositif externe qui va fournir les neutrons supplémentaires nécessaires. Alors ce dispositif, c'est souvent un accélérateur de protons qui vont être projetés sur une cible de spallation, hein, c'est le cas de START, pour donner des neutrons de spallation qui assureront le complément et donc la criticité de l'ensemble. Comme ça a été dit, si on coupe le dispositif d'alimentation externe, le réacteur s'arrête et ça confère donc une caractéristique très intéressante au plan de la sûreté de ces systèmes. Alors, l'intérêt de ces dispositifs pour la transmutation des éléments à vie longue présents dans les déchets nucléaires a été relevé assez rapidement dès la fin des années 80. Comme ça a été dit encore, pour transmuter efficacement des éléments à vie longue, il faut des neutrons rapides. Dans un réacteur à neutrons rapides critique, un réacteur classique, l'introduction de ces éléments à vie longue dans le cœur du réacteur dégrade certains paramètres importants pour la sûreté, par exemple la proportion de neutrons retardés, il y en a d'autres, hein. Et ça peut constituer, ou ça constitue, une limite aux quantités qui peuvent être introduites sans détriment important dans le cœur. Alors, les systèmes hybrides, les ADS, par leurs caractéristiques de sûreté particulières, ils permettent d'envisager des cœurs très chargés en éléments à vie longue, et avec en particulier les actines mineures qui sont les principaux contributeurs à la radiotoxicité à long terme des déchets, et donc les premières cibles, hein, pour ce qui est des opérations de transmutation. Alors, suite à l'apparition de ces systèmes, à l'avènement de ces systèmes dans leur concept, est apparu le concept d'une double strate pour les parcs nucléaires, avec une première strate qui serait destinée à produire de l'électricité avec des réacteurs critiques, et puis une seconde dans laquelle on enverrait les déchets et où des ADS seraient chargés de détruire ces éléments à vie longue dans ces résidus. Alors, plusieurs projets ont été présentés au cours des 2 ou 3 dernières décennies, hein, avec des expérimentations qui ont été mentionnées et qui concernent les différents composants de ces systèmes. L'un des projets les plus aboutis, hein, sur le concept, encore une fois, c'est le projet MIRA, hein, qui est d'une puissance d'environ 100 MW thermiques, hein, qui est porté par le SCK-CEN en Belgique, et qui fait aujourd'hui l'objet d'études d'ingénierie. Et bon, les concepteurs ou les promoteurs affichent une mise en service à l'horizon 2035-2040. Alors, cela étant posé, quels sont les principaux challenges pour amener ces systèmes à maturité? Bon, il y en a quand même, de mon point de vue. Alors, bon, plusieurs des composants d'un tel système sont assez complexes et ont fait l'objet, hein, je le disais, ça a été dit aussi, de développement, d'expérimentation. Bon, il y a les accélérateurs de divers types, hein, cyclotrons, linéaires. Aujourd'hui, d'autres systèmes de production de neutrons, portés par exemple par le professeur Moreau. Il y a les cibles de spallation, il y a la fenêtre qui doit laisser entrer les protons de haute énergie. Tout cela a été illustré dans la présentation et je pense que des progrès considérables ont été réalisés. Mais au-delà de ces composants élémentaires, je pense qu'un premier grand enjeu réside dans la capacité à intégrer à une échelle représentative l'ensemble de ces composantes et à montrer qu'on sait piloter efficacement un système complet. C'est de mon point de vue une étape essentielle pour asseoir la viabilité du concept. Et une fois la faisabilité d'un ADS ainsi démontrée, reste aussi à démontrer sa capacité à transmuter les éléments à vie longue et en particulier, comme je disais, les actines mineures. Alors, la faisabilité de principe ne pose pas de question, hein, elle est vraiment bien établie, mais si l'on souhaite concentrer des actines mineures dans de telles machines, il va falloir fabriquer des combustibles à haute teneur en américium, voire en curium, hein, qui a été mentionné. Et ça n'ira pas de soi, hein, compte tenu notamment des contraintes radiologiques très fortes qu'apporte la manipulation de ces éléments. Bon, pour la gestion des combustibles usés, leur traitement,
les concepts pyrochimiques développés par le DOI qui ont été mentionnés sont très intéressants. Mais je pense qu'il y aura encore des transpositions d'échelle à opérer par rapport à l'état de l'art actuel. C'est d'ailleurs, du point de vue l'objet d'un projet que propose le laboratoire d'Idaho. Et enfin, pour terminer ce panorama, au-delà du champ scientifique et technique, il ne faut pas oublier le champ économique, il a été mentionné également, d'autant que le besoin de transmuter qui a été présenté, ça reste encore aujourd'hui en France un sujet questionné. Certains mettent en avant la capacité de l'argile, des stockages de déchets à immobiliser ces fameuses actines mineures, et remettent en cause une transmutation qui coûterait cher pour des bénéfices pour eux peu évidents. Je pense quand même qu'il faut rester, c'est une opinion personnelle, qu'il faut rester ouvert à de telles possibilités de progrès qui réduiraient drastiquement le terme source, qui changerait quand même la donne. Je pense aussi qu'il est essentiel de travailler à la mise au point de solutions économiquement viables. On a vu que cette dimension économique, c'était important sur d'autres projets récents qui apparaissaient également prometteurs. Alors, pour terminer par quelques questions, peut-être, suite à l'exposé que nous fait, peut-être demander le point de vue sur les challenges que j'évoquais, ce qu'en pensent les concepteurs. Peut-être plus généralement, les systèmes hybrides, ils ont été souvent mentionnés pour la transmutation des déchets, mais parfois aussi présentés comme des systèmes de production d'énergie qui viendraient remplacer totalement les réacteurs critiques. Est-ce que finalement, STAR, ça se situe vraiment dans le créneau ou dans la niche de la transmutation, ou c'est quelque chose auquel on voit une plus grande ampleur? Et puis, deuxièmement, peut-être la roadmap qui a été envisagée. À quel horizon on voit un déploiement potentiel, si tout va bien, de tels systèmes, en particulier la construction qui est évoquée d'ici une dizaine d'années d'un produit. C'est quoi? C'était un prototype? C'est quelque chose qui est à petite échelle? Je pense que ce serait intéressant de le préciser. Voilà, Ludovic, je te rends la main. Merci beaucoup, Bernard, pour toutes ces questions et tous ces challenges. Avant de laisser Franklin et Federico répondre sur toutes ces questions, je vous rappelle encore, vous pouvez poser vos questions en appuyant sur Slido et voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Alors, Franklin et Federico, il y a plein de challenges qui sont posés, la capacité à fabriquer le combustible, le passage à l'échelle, la roadmap. Est-ce que vous pouvez un peu nous commenter tout ce dont Bernard a parlé? Bien sûr. Je passerai la parole à Federico sur le combustible. Je voudrais juste faire quelques remarques. Je ne remets pas en cause CIGEO. Personne ne remet en cause le fait qu'il y a besoin de faire un enfouissement géologique. Justement, je trouve que c'est extraordinairement précieux de l'immobilier que représente l'enfouissement géologique. Et je ne pense pas que l'on va arrêter le nucléaire. Je pense qu'on va déployer le nucléaire, qu'il faut en fait déployer le nucléaire de manière massive. Et donc, ça ne suffira pas dans l'État. Il faut réduire les déchets nucléaires afin de préserver la production électrique et d'hydrogène de l'énergie nucléaire pour des centaines d'années. On ne va pas refaire CIGEO tous les 100 ans. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut faire CIGEO et il faut réduire le volume des déchets nucléaires. Je vous remercie, Monsieur Bouillis, de vos remarques très constructive et favorable à l'innovation, bien sûr à l'Edge Challenge, sinon on ne serait pas à ce webcast. Donc ça c'est bien sûr. Sur la capacité de construire, nous sommes en discussion nous sommes en étude avec certains sites, en tout cas certains pays, et on pense que le passage à l'échelle, on en a beaucoup discuté avec Argonne sur le pyroprocessing, est tout à fait possible. En tout cas, sur le cyclotron, la cible et le réacteur, c'est très clair. Maintenant, il faut choisir le bon combustible qui prendra le moins de temps pour être accepté. Voilà. Mais je pense que tous les réacteurs innovants aujourd'hui ont un problème de combustible. En Amérique, c'est bien évident, ils étaient tous sur du combustible russe.
Aujourd'hui, quand on dit que le combustible de Superphénix peut être utilisé dans du plomb, ça me paraît un peu rapide. Justement, enfin, je ne voudrais pas faire de jeu de mots, excusez-moi, c'était pas forcé. Voilà. Voilà, j'aimerais passer la parole à Federico sur le combustible. En particulier, vous avez mis c'est un point essentiel sur la teneur en américium et en curium, enfin sur les actinides mineurs. Je crois qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Enfin, réponds sur ce que tu veux, mais en particulier là-dessus, c'est très important. Oui, absolument. Je vous remercie, M. Bouis, parce que je pense que vous avez fait une résumé de nos challenges techniques et de la situation que j'aimerais être capable de pouvoir faire de façon si claire et précise. Donc, du point de vue du combustible, effectivement, c'est une des challenges. Donc, nous sommes en train de travailler avec les systèmes d'électroraffinage, pyroprocessing et avec l'équipe d'Argonne. Et donc, nous leur avons posé essentiellement deux grandes questions. Est-ce que c'est possible de traiter dans votre usine du combustible thorium? Et la réponse a été essentiellement oui. Et puis, la deuxième question, c'est si quand on traite du combustible, que ce soit du thorium ou du MOX ou du OX, est-ce qu'on peut fabriquer du nouveau combustible à l'intérieur de l'usine de pyroprocessing? Et si oui, quels sont les formats les plus adaptés et quels sont les challenges? Effectivement, les challenges, c'est avéré être les traitements de l'américium et du curium, et apparemment dans l'état actuel des études, c'est tout à fait possible, c'est un challenge, mais c'est tout à fait possible de construire de nouveaux combustibles, et eux, ils suggèrent les formats métalliques parce que c'est la façon, disons, plus directe de pouvoir produire de nouveaux combustibles à partir de aussi bien du MOX, de l'UE usé, de l'UX usé ou de combustible thorium. La fixation de l'américium, c'est effectivement une question qui n'est pas banale, mais ils pensent de pouvoir trouver une solution technologique qui évidemment doit être testée à un certain moment sur petite échelle. L'autre question que nous avons, est-ce que les combustibles métalliques, ça va être des combustibles métalliques solides ou synthétisés, des poudres synthétisées? Et là encore, évidemment, il faudra plus d'études et plus de réflexions sur le sujet. Mais dans le cadre d'une usine de pyroprocessing qui est complètement remote handling, comme on dit, donc robotisé et traitement robotisé, les challenges du type radiologique sont moins importants. Évidemment, il y a d'autres challenges qui s'ajoutent, mais ces challenges du point de vue radiologique sont moins importants. Et pour l'instant, nous voyons évidemment du développement technologique, mais aucun problème, aucun blocage, verrou technologique, voilà, pour la réalisation du combustible. Voilà. Merci Federico. Ludovic, on est disponible pour des questions. On va prendre, allons-y, on va prendre les questions. Il y en a quelques-unes, effectivement. N'hésitez pas à continuer à les poser et à voter pour. Alors, la première question était sur le combustible. Donc, c'était à quoi ressemble le combustible dans un tel réacteur et est-ce qu'un industriel saurait le faire? Donc, vous avez répondu déjà, a priori, vous avez confiance sur la capacité à industrialiser ce type de combustible. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Argonne et on a beaucoup avancé et oui, on est très confiant. Oui. D'accord. Alors, où serait implanté un premier démonstrateur? Est-ce que vous avez déjà des pistes d'implantation ou des contacts ou des idées? Ça vous fait rire, je vois. En fait, je vais vous dire, il y a des endroits évidents, les pays nucléaires, etc. Et puis il y a des endroits qui sont... Je pense que là où nous sommes en train de considérer d'installer notre premier, ce ne sera pas une démonstration, ce sera tout de suite un first of a kind, qui sera, parce qu'il faut faire marcher tout de suite, on prend la leçon du programme Apollo, et à un moment donné, la fusée, après quelques tests, ils ont fait la fusée Saturn V direct, et puis ils l'ont fait marcher.
Donc, il faut le faire marcher. Et il y a des pays qui sont pas du tout évidents, mais qui sont très intéressés. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire parce que ça reste encore très secret. On va parler encore toute l'année prochaine. C'est que notre choix se fera d'ici la fin de l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est déjà bien avancé. Est-ce que c'est pas si loin la fin de l'année prochaine à l'échelle nucléaire? Oui, oui. Mais vous savez, l'échelle nucléaire doit changer aussi, ça. C'est un peu... le monde s'est accéléré, le monde a changé. C'était très clair pour nous tous parce que nous avons créé cette société et je pense que tous les gens autour de ce webcast et tous les acteurs que vous avez interviewés, que le nucléaire était évident il y a quelques années, il y a même plusieurs années. Mais maintenant, c'est très très clair que nous sommes en train de jouer l'avenir de notre civilisation. Je prends des mots qui ont leur propre poids, c'est-à-dire l'énergie est la base de notre civilisation. Nous avons mal géré. Le fait que cette donnée n'a pas été comprise parce qu'on a été trop gâté d'avoir de l'énergie qu'on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas comment, on payait facilement. Maintenant, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une certaine sécurité énergétique et on a besoin d'avoir un surplus énergétique. Et il est assez clair qu'on est passé du médiéval au moderne avec un gain en énergie, en densité énergétique de 2 entre le bois et le charbon. Et quand on voit qu'entre le charbon ou le pétrole et le nucléaire, c'est fois 3 millions, on se dit que c'est par là qu'il faut aller. C'est bien évident. Donc voilà. Donc on pense que c'est un choix civilisationnel. C'est pas un choix de marché. C'est pas un choix économique. Donc on pense que le temps nucléaire va s'accélérer considérablement. Et que ce qu'on pense, évidemment, l'ASN ou des gens comme ça qui veulent appliquer des critères qui sont basés dans les années 70 ou 80, je pense que le public mondial, et la France en particulier, devrait permettre une reconsidération de la façon dont on aborde la sûreté nucléaire, parce qu'il faut aller plus vite. La sûreté de l'énergie en général, de notre approvisionnement, est plus important que tout. Et donc, il faudra reconsidérer de manière responsable. Mais et les Américains ont commencé à le faire. Il y a 2 lois en Amérique qui ont été votées par le Parlement sur la façon dont on aborde les licences de sécurité, etc. Et je crois que c'est essentiel d'aller plus vite et de casser un peu maintenant les codes et de remettre ça à zéro. Vous avez raison, c'est un sujet qui bouge beaucoup et sur lequel il y a beaucoup de questions qui se posent. Question suivante, peut-on mettre tous les actinides mineurs dans le réacteur et les produits de fission, et sous quelle forme? Sous quelle forme, vous l'avez dit, donc peut-on mettre tous les actinides mineurs dans le réacteur? Alors, les actinides mineurs, nous, on a donc oui, on peut mettre le neptunium, l'américium, le curium. Ce qui est important, et ça, Federico peut vous en parler parce qu'il a été là dans l'expérience, c'est l'expérience Stark au CERN, parce qu'on peut mettre du technetium 99 et de l'iode 129, qui sont les 2 éléments produits de fission qui pourraient migrer et qui donc se posent problème. Oui, absolument. Et c'est même très, très avantageux de les mettre parce que, étant un réacteur rapide, réacteur sous-critique mais rapide, nous avons une perte des neutrons, comme tous les réacteurs rapides. Et si nous pouvons mettre, disons, du technétium et de l'iode autour dans ce qu'on appelle les blanquettes, ces éléments vont être transmutés en des éléments stables. Et en plus, on réduit la perte des neutrons à l'extérieur. Donc, ça nous donne 2 avantages. Et pour les actinides mineurs, la réponse est oui, on peut mettre tous les actinides mineurs. Et la forme, c'est ou bien mélanger dans les combustibles, ou bien l'autre possibilité, c'est de mettre les actinides mineurs dans des matrices inertes. Et donc, et alors, on privilège l'aspect brûleur et on peut juste les brûler dans un cycle qui va être assez rapide, mais on peut les brûler pratiquement complètement. D'accord. Alors, la question suivante s'intéresse à la partie cyclotron. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir dans les réacteurs classiques. Et donc, comment est alimenté l'accélérateur de particules? Effectivement, c'est des machines assez gourmandes en énergie, les accélérateurs. Oui, alors dans l'équilibre énergétique, le cyclotron consommera 20% de l'électricité produite par le système.
Okay, mais ça nous permet, on a quand même un gain en énergie qui va tourner entre 7 et 10, et donc un réacteur de 125 MW électriques qui va sortir 100 MW électriques. Donc c'est quand même extraordinairement profitable. Donc je reviens sur cette idée, nous avons des déchets, au lieu d'en faire un centre de coût pur, puisqu'on va juste les enterrer, et ça va coûter cher de faire le trou, et de le sécuriser pendant longtemps, parce qu'il faut bien le sécuriser pendant plusieurs centaines d'années, il y aura des colonnes d'aération. Là, on peut transformer cela en un investissement qui va rapporter de l'argent. 100 MW électriques, ce n'est pas négligeable. Et donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est complémentaire à CIGEO, puisqu'on sait qu'il faut qu'il y ait un trou, mais on va pouvoir utiliser CIGEO pendant 1000 ans au lieu de 100 ans. Et en plus, on va produire de l'énergie et faire de l'argent avec cette situation. Donc, après, le grand spécialiste des accélérateurs de particules, je suis à côté de lui, en admiration d'ailleurs pour le travail qui se fait au CERN et au Paul Scherrer Institute. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré ces gens-là, et je pense qu'il aura plaisir à vous raconter un peu ce qu'on est en train de faire avec les accélérateurs de particules. Mais quand on a commencé, tout le monde nous disait que c'était le gros problème, c'était l'accélérateur de particules. Et effectivement, c'est une grosse entreprise, parce que l'idée, c'est de construire l'accélérateur de particules plus puissant au monde. Mais on a commencé à travailler avec le Paul Scherrer Institute, et eux, ils ont un accélérateur de particules qui n'est pas trop différent en taille du cyclotron que nous voulons construire pour nous. Et effectivement, leur cyclotron, c'est à 600 MeV. Pour nous, l'idéal, c'est 800 MeV, mais monter des 200 MeV en énergie, ce n'est pas un gros problème. Mais la chose qui est un peu plus problématique, c'est de monter de 2,3 mA à 5 mA, que c'est ce que nous voulons avoir pour avoir 4 MW de faisceaux. Et pas seulement ça, mais monter en puissance en restant très fiable. Parce que le problème, c'est ça, nous avons besoin d'une grande fiabilité de l'accélérateur pour ne pas avoir de choc thermique dans les réacteurs et surtout dans les combustibles. Mais effectivement, nous sommes arrivés à remettre ensemble, c'est un peu exceptionnel, l'ancienne bande de personnes qui avaient construit l'accélérateur du PSI. Entre autres, une physicienne des accélérateurs légendaires qui s'appelle Werner Yoko, qui est maintenant, il a 82 ans, pardon, j'étais 10 ans, et qui est extrêmement actif dans notre task force. Et effectivement, nous avons une conception de l'accélérateur qui nous semble complètement viable, et où on utilise des éléments qui sont pas très loin des éléments du PSI, donc avec un développement technologique plutôt modeste. Et l'idée, c'est de les faire marcher avec des spécifications encore plus bas des éléments du PSI. Donc, avoir une énorme fiabilité. Donc, on n'est pas en train de pousser la technologie, on est en train de revenir même un peu en arrière pour avoir des éléments qui vont marcher, pas à la limite technologique, mais bien en deçà et avec une grande fiabilité. Donc, pour l'instant, nous sommes très optimistes sur l'accélérateur. Si je peux me permettre, Ludovic, j'aimerais rajouter, ça c'est peut-être un côté un peu personnel pour ceux qui ont été touchés par le cancer dans leurs proches ou leur famille, qu'il y a une énorme promesse de la médecine nucléaire pour le traitement du cancer. Il y a un problème de production des isotopes radioactifs pour le traitement de ces cancers. J'ai une amie qui a été traitée par isotopes radioactifs pour le cancer du foie et qui a été extraordinairement guérie, presque miraculeusement guérie. Grâce à cet accélérateur de nouvelle génération, nous pourrons produire des isotopes radioactifs très prometteurs comme l'actinium-225 à échelle. Et ça promet non seulement l'énergie, les déchets nucléaires, mais sur le côté, une révolution dans la médecine, dans l'oncologie.
et le traitement des cancers difficiles à traiter aujourd'hui, en particulier le cancer du foie. Et comme nous avons besoin d'une petite intensité de courant pour produire ces isotopes, nous pourrions même imaginer une production parasitique de ces isotopes sur le même site de notre accélérateur de particules qui sera utilisé pour START. Nous pourrons même imaginer une production parasitique. D'accord. Ah, ça, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, vous avez raison, la médecine nucléaire est pleine de promesses. On n'a pas abordé les usages de votre réacteur. Vous voyez quel type d'usage spécifiquement pour votre modèle? Écoutez, l'usage essentiel et là où il y a le plus de valeur aujourd'hui, c'est l'électricité, parce que maintenant, l'augmentation du prix est évidemment permanente. On se rend bien compte que quand on n'a plus de gaz, on a besoin de beaucoup d'électricité. C'est le monde nouveau, le monde d'après qui s'est ouvert avec cette crise ukrainienne, et donc on ne va pas revenir en arrière. Voilà. Donc l'électricité va devenir extraordinairement valorisée, mais la sous-criticité, j'y reviens, permet d'avoir un profil de sûreté comme M. Boulis en a parlé, qui, à notre avis, et ça c'est une discussion à avoir avec les autorités de sûreté, bien sûr, mais qui, à notre avis, permettrait une proximité avec les centres urbains ou industriels afin de livrer de manière très efficace, sans trop de pertes, une chaleur qui pourrait être très utile pour beaucoup de choses, parce qu'à 500 degrés, il y a quand même encore énormément d'activités, il y a encore énormément d'usages, bien que beaucoup d'usages sont à 1000 ou 2000 degrés. Et là, il n'y a pas beaucoup de réacteurs qui... Mais 500 degrés, ce serait déjà pas mal, en particulier pour tout le chauffage, en tout cas résidentiel. Donc, ça, c'est un avantage énorme. Ensuite, la production d'hydrogène. Je pense que le nucléaire, mais tous les nucléaires, ce sont essentiels pour la production d'hydrogène. Je voudrais revenir sur une des questions que M. Boulis a posées, qui était: est-ce qu'on se voit comme déployer et remplacer le nucléaire? Non, absolument pas. Nous nous voyons comme entièrement complémentaires du nucléaire traditionnel. Nous pensons que justement, si on arrive à offrir une validité de notre concept, ça permettrait de relancer le nucléaire le plus vite possible, et sachant que l'on va pouvoir traiter les déchets derrière. Donc, il faut accélérer. Et nous pensons qu'il y aura la moitié du nucléaire en thermique et la moitié du nucléaire en rapide pour traiter les déchets, donc des systèmes comme le START. Voilà. Donc, dans notre idée, on a la moitié de renouvelables et la moitié de nucléaire, qui seront moitié-moitié entre le nucléaire traditionnel et le nucléaire avec des systèmes hybrides comme le nôtre, pour traiter les déchets. Si je peux ajouter juste une chose, parce que c'est très important. Au début de cette aventure, nous nous sommes posé la question si c'était possible d'imaginer la même conception et l'utiliser avec des différents types de combustibles. Alors, c'est une chose que dans l'industrie nucléaire, ça ne se fait pas parce que c'est un peu contre le dogme qu'il faut concevoir avant les combustibles, après les corps, les noyaux et après les réacteurs. Mais grâce à la flexibilité que nous avons due à la sous-criticité et due au fait qu'on apporte les neutrons qui manquent, nous sommes convaincus aujourd'hui que c'est possible d'avoir la même conception et différentes options de combustible. Donc, la même machine peut être optimisée pour brûler les déchets et aussi pour une production d'énergie. Uranium ou thorium? Uranium ou thorium. Ça ouvre des possibilités, vous voyez, c'est pas mal quand même. Ouais. Alors, la question suivante est une question qui revient quasiment, je crois, à chaque webinaire. Elle doit être posée les 4 fois. C'est combien de personnes seraient nécessaires au pilotage du réacteur? Apparemment, la question des ressources humaines sur ces nouveaux réacteurs intéresse beaucoup. Il faut combien de temps pour opérer un START? Combien de personnes, pardon, pour opérer un START? Écoutez, on est en collaboration amicale et bienveillante avec un très gros producteur d'électricité en Europe, et il n'a pas vu de différence notable entre l'opération d'un START et l'opération d'une usine nucléaire normale, parce que justement, il y a moins de systèmes de sécurité. Donc, le cyclotron, ça devrait marcher comme un diesel dans notre concept. Donc, on n'a pas vu de différence notable au niveau du coût de l'opérationnel. D'accord.
Vous avez mis en avant une slide avec votre logiciel de simulation sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir et beaucoup d'avancées. Et on nous demande est-ce que ce logiciel de simulation est applicable pour d'autres types de réacteurs ou on est vraiment sur une spécialité pour vous? Alors, je me permets de passer la main à Federico. Moi, je ne tarie pas d'éloges sur le logiciel que Federico a mis au point, mais voilà, vous avez le grand professeur. Alors, les logiciels que nous sommes en train de développer, ça se base sur un logiciel open source qui a été développé par la communauté de la physique de haute énergie et auquel nous ajoutons la capacité de simuler des réacteurs nucléaires. Alors, ça peut être utilisé pour des réacteurs nucléaires critiques ou pour des réacteurs nucléaires sous-critiques, évidemment, avec l'effet que nous avons toute la partie de la gerbe haute énergie et la production des neutrons par spallation qui n'est pas présent dans les codes de simulation des réacteurs critiques traditionnels. Mais évidemment, nous faisons toute une série de vérifications et de benchmarks parce que nous voulons être sûrs que nous sommes au même niveau que les autres codes comme les différents codes classiques. Une chose que nous avons ajoutée, que nous avons produit, nous, c'est toute la description de l'évolution du combustible dans le temps. Et ça, évidemment, ça existe aussi ailleurs, mais nous l'avons intégré dans notre code complètement. Donc, nous n'avons pas besoin de faire plusieurs exécutions du code pour les différents cycles. Nous pouvons faire tout d'un seul coup. Et donc, ça ajoute beaucoup en précision et de la description de l'évolution du combustible et des matériaux dans chaque partie du réacteur avec une grande précision. Et ça marche sur un cloud commercial. Bien sûr. D'accord. On en profite pour remercier OVH. On approche de la fin, on va te prendre encore une ou deux questions. Alors, la question suivante, c'est, si vous avez expliqué que vous êtes concepteur de réacteurs, vous ne serez pas constructeur. Et on nous demande, y a-t-il des compétences particulières à avoir pour les futurs constructeurs de tels réacteurs? Alors ça, c'est aussi un des avantages de la sous-criticité. Nous sommes dans un profil de sûreté qui sera proche des plateformes offshore pétrolières. Donc, on pense qu'on intéressera des constructeurs de tous bords qui ont des expertises de gestion de projet classiques. Donc, pour l'instant, on a eu des premiers contacts, mais c'est pas encore là où nous mettons l'emphase. Mais vraiment, quand on a relu, enfin, on a réétudié en détail l'évolution, enfin le Manhattan Project aux États-Unis, et il faut se souvenir que c'est DuPont qui a fait le réacteur de production du plutonium pas Oak Ridge, enfin dans le Washington State. Donc à l'époque, on pouvait trouver des chimistes qui faisaient des réacteurs nucléaires. Donc voilà, on pense que le monde va changer et on va avoir accès à des très grands constructeurs, Vinci, pourquoi pas, Bechtel ou Halliburton, ou des gens comme ça, Technip, pourquoi pas. Ça va complètement s'ouvrir. D'accord. Vous envisagez quelle gamme de puissance pour vos réacteurs? Écoutez, pour l'instant, on est sur un 100 MW électrique, mais on a déjà des plans pour doubler, voire tripler. Je me tourne vers Federico. Oui, absolument. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que la puissance d'un réacteur, d'un système START, dépend pas de la quantité du combustible, mais elle dépend de la puissance, de la caractéristique intrinsèque de la criticité du réacteur. Mais ça, c'est plus ou moins fixé pour nous parce que c'est autour de 0,97, 0,975 et de la puissance de l'accélérateur. Pour l'instant, nous pensons de pouvoir faire un accélérateur de 4 MW. Et donc, ça nous donne, si vous faites un peu de calcul, 300 MW thermiques, donc 100 MW électriques plus ou moins. Mais quand la technologie des cyclotrons va évoluer vers des plus grandes puissances, ou bien si on veut considérer de mettre 2 ou 3 cyclotrons, parce que ça c'est tout à fait possible, et ça serait même bienvenu au niveau de la fiabilité, on peut tranquillement monter en puissance sans aucun problème. D'accord. Ah oui, une redondance des cyclotrons pour alimenter le réacteur, c'est... Oui, ça, c'est une des possibilités que nous sommes en train d'imaginer pour après les premiers prototypes. On pourrait penser d'avoir des cyclotrons avec, ou bien plusieurs cyclotrons, ou des cyclotrons avec, disons, des parties communes et des parties redondantes pour pouvoir augmenter l'intensité des courants. Et là,
Il n'y a pas vraiment, on peut penser à 1500 watts thermiques sans aucun problème. Disons, la conception du corps est bien connue pour cette puissance et il n'y aura aucun problème. Ok. Une dernière question très rapide avant de nous séparer. Vous avez évoqué tout à l'heure l'autorité de sûreté nucléaire et les contacts à venir. Vous en êtes tout exactement avec vos échanges avec l'ASN sur ce projet? L'ASN nous a clairement dit que, en tant que concepteur et pas constructeur, on ne peut pas les engager, en fait. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de discussion. Nous avons eu quelques contacts informels avec l'IRSN. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas activement dans ce domaine-là. On parle beaucoup avec d'autres autorités de sûreté européennes et américaines. Voilà. Mais c'est surtout pour savoir comment faire, quel est le process et est-ce que la sous-criticité amène ce qui apparaît comme tout à fait viable aux États-Unis. La sous-criticité amène un avantage dans la rapidité de considération du dossier. Voilà. Ok. Bah, c'est très clair. Bah, merci beaucoup Franklin, Frédérico, Bernard pour nos échanges. C'était vraiment absolument passionnant. Merci à tous pour vos questions et avoir assisté à cette conférence. Merci le beaucoup, webinaire sera revidable en ligne sur la chaîne YouTube de la SFEN dans quelques jours. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre session. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.